Bien, Madame la Présidente, chère Ursula, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, Madame la Présidente, de vous accueillir à Paris avec les membres de la Commission européenne pendant cette première semaine de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Depuis plusieurs mois déjà, nous travaillons ensemble à la préparation de cette présidence afin que la France prenne le relais de nos prédécesseurs au Conseil et nous voilà maintenant à l'ouvrage. Alors hier et aujourd'hui, avec les commissaires, les membres du gouvernement, nous avons pu lancer très concrètement nos travaux, avec nos parlementaires aussi. Et ensemble, Commission européenne et présidence française, nous avons, je le crois, la même volonté de faire de ce semestre un moment utile pour l'Europe, d'efficacité, de réalisation, de projets concrets, résolument au service des Européennes et des Européens et de nos projets à venir. Et je voulais vous remercier d'avoir aussi pris le temps ce matin de venir honorer la mémoire de deux grandes figures européennes que sont Jean Monnet et Simone Veil, au Panthéon. Alors, je ne vais pas ici reprendre la totalité du programme, ce ne serait ni possible ni n'aurait beaucoup de sens, mais notre volonté est de scander les prochains mois avec d'abord l'avancée de textes qui sont prévus et que nous avons collectivement fait cheminer pour avoir une société, une économie plus décarbonée, en particulier avec le paquet climat. Et donc nous aurons durant ce semestre la possibilité de faire avancer plusieurs sujets, comme le mécanisme en particulier aux frontières, comme aussi l'ensemble des mécanismes qui vont permettre d'accélérer la décarbonation de nos transports, l'amélioration de nos systèmes électriques, la décarbonation de nos logements, etc. Nous aurons également la possibilité, durant ce semestre, de faire avancer notre agenda numérique avec deux grandes directives, DMA, DSA, et nous sommes très engagés pour pouvoir avancer sur ce point et donc réguler tout à la fois le marché et les contenus et créer un vrai modèle européen. Nous aurons aussi un semestre, je crois, extrêmement important en matière de convergence sociale et de justice sociale pour une Europe plus inclusive, plus juste entre femmes et hommes, avec des textes importants pour les salaires décents et pour l'égalité femmes-hommes en matière salariale et dans les conseils d'administration des entreprises. Et nous aurons aussi tout un agenda en matière de sécurité aux frontières ou de défense, par exemple, très structurant. Les prochaines semaines seront scandées par plusieurs événements. Un sommet à Brest en février sur les océans et notre stratégie. Un sommet à Bruxelles, Union africaine, Union européenne, où nous avons cette stratégie commune que nous voulons, je dirais, refonder, cette nouvelle alliance avec le continent africain, et un immense travail fait par la Commission en la matière, je veux vous en remercier, du sanitaire à l'économique jusqu'aux mobilités et aux migrations. Nous aurons ensuite, le 10 et 11 mars, ce sommet informel en France qui nous permettra à la fois d'avoir une discussion stratégique sur la défense, une discussion stratégique sur notre modèle macroéconomique et notre nouvelle gouvernance, mais au cœur de cela, au fond, la stratégie de construction du modèle de croissance et d'autonomie européen, avec beaucoup de projets que nous avons commencé à financer, mais une stratégie que nous voulons partager et mettre en œuvre. Et ce nouveau modèle de croissance, d'investissement, de production, d'autonomie est un élément clé pour moi de ce semestre, mais surtout de la décade qui vient. Nous aurons ensuite évidemment le Conseil de mars, puis des sommets qui sont prévus en particulier sur la question des Balkans et évidemment la situation géopolitique qui nous conduira, dès les prochains jours et prochaines semaines, à agir ensemble et très clairement, en particulier pour la sécurité européenne, la question ukrainienne et plusieurs autres. Je ne veux pas ici, dans ce propos liminaire, être plus long, et j'avais eu l'occasion en décembre de présenter l'ensemble de nos axes de travail, mais aux côtés de la Commission, avec l'ensemble des membres du Conseil européen et du Parlement européen, nous sommes à l'œuvre pour pouvoir faire de ce semestre un semestre pleinement utile et faire avancer cette ambition commune que nous avons. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire en vous remerciant de votre présence, vous et l'ensemble de votre collège, ainsi que des équipes, à Paris pendant ces 2 jours. Merci, chère Ursula. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Je me réjouis d'être ici avec le Collège des commissaires à l'occasion du lancement de la présidente française au Conseil. La France assume cette belle charge dans un contexte très particulier.
La situation sanitaire liée au Covid-19 reste préoccupante, mais nous agissons de manière forte sur le front des vaccins. Ça nous a permis d'atteindre un taux de vaccination de près de 70% de l'ensemble de la population et près de 80% des adultes en Europe. Pas seulement nous avons délivré 1,2 milliard de doses de vaccins aux Européens, mais en parallèle, nous avons exporté ou partagé 1,5 milliard de doses de vaccins vers plus de 150 pays. Par ailleurs, nous soutenons l'économie de manière massive, notamment grâce au programme de relance Next Generation EU de 800 milliards d'euros. Et cela nous ne fait pas oublier les autres problèmes. Par exemple, vous l'avez dit, Monsieur le Président, notre voisinage est le théâtre de tensions importantes, comme l'illustre la pression militaire de la Russie sur l'Ukraine et ses intimidations vis-à-vis la Moldavie. Je me réjouis donc qu'un pays avec le poids politique et l'expérience de la France assume la présidence du Conseil dans un moment si délicat. Car la voix de la France porte haut et fort, et la France a l'Europe à cœur. Nous avons des grands chantiers devant nous. Le premier, bien entendu, est celui du climat. La Commission a fait des propositions détaillées et ambitieuses pour atteindre en 2030 notre objectif de 55% de réduction des gaz à effet de serre. Nous voulons le faire de manière efficace économiquement et juste d'un point de vue social. Et je sais à quel point cet équilibre vous tient à cœur, Monsieur le Président, et nous partageons pleinement cette ambition. Nous comptons donc sur la présidence française pour faire avancer ces propositions. Deuxièmement, la transition numérique. Notre ambition commune est de faire l'Europe une véritable puissance du numérique dans le monde, façonnée selon nos propres règles et nos valeurs. Nous avons formulé des propositions ambitieuses l'année passée, nos lois sur les marchés et les services numériques, afin de favoriser l'innovation tout en mettant les grandes plateformes face à leurs responsabilités démocratiques. J'espère et je suis sûre que la présidence française avancera vite sur ces sujets, car nous le savons qu'ils sont au cœur des préoccupations des citoyens européens. Plus généralement, il nous faut continuer à renforcer notre modèle, vous l'avez dit, économique. Celui d'une économie à la fois compétitive et sociale. Nous travaillons sur un nouvel modèle de croissance européenne, façonné bien sûr par le pacte vert, le numérique, la résilience, dans la droite ligne de Next Generation EU. C'est fondé sur l'excellence, la durabilité et les filières compétitives européennes. Là encore, je suis ravie de voir nos priorités converger. Par exemple, notre initiative de développer une filière de l'hydrogène compétitive pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l'Europe. Enfin, pour ce nouveau modèle de croissance, je veux mentionner la proposition émise par la Commission il y a 3 semaines sur la fiscalité des multinationales. L'Union européenne est parmi les premiers à mettre en œuvre cette réforme historique sur le taux d'imposition minimum, comme convenu à l'OCDE et le G20. J'espère que nous parviendrons à un accord rapide pendant la présidence française, parce que cette réforme est nécessaire à une croissance mondiale équitable. Un autre sujet important est la gestion des frontières et le renforcement de l'espace Schengen, notre espace de libre circulation. Diverses crises ont affaibli cet espace, qui est pourtant au cœur du projet européen. Nous voulons donc restaurer, préserver et renforcer l'ouverture des frontières intérieures de l'Union européenne. Pour ce faire, nous avons présenté des propositions de réforme en ce sens
en décembre et j'espère que la présidence française saura donner l'élan nécessaire pour progresser sur ce dossier. Bien entendu, cela passe aussi par le renforcement de la gestion des frontières extérieures, la lutte contre les réseaux de passeurs et le travail avec les pays d'origine et de transit. Voilà pourquoi je souhaite aussi voir un progrès rapide sur notre pacte de migration et l'asile qui offre justement cette approche globale. Ensuite, nous sommes d'accord qu'il faut une véritable union de la défense, une union de la défense qui nous prépare aux futures nouvelles menaces, par exemple la prochaine attaque hybride, d'où qu'elle vienne. Alors, mettons-nous d'accord sur nos priorités grâce à notre boussole stratégique, c'est-à-dire une sorte de livre blanc sur la défense. Et je suis ravie que la présidente française se soit engagée sur ce dossier. J'attends beaucoup de la discussion qui aura lieu sur ce sujet dans le cadre du sommet qu'on va avoir en mars. Je crois qu'il est grand temps que l'Europe de la défense passe à la vitesse supérieure. Enfin, je voudrais évoquer nos relations avec l'Afrique. Bien entendu, dans le contexte de la pandémie de Covid, nous devons amplifier notre soutien à ce continent, tant en ce qui concerne les vaccins que les conséquences économiques. Mais bien au-delà de cette crise, l'Afrique est évidemment un partenaire clé pour l'avenir de notre continent, car c'est un espace géopolitique, économique et démographique qui sera essentiel dans le monde de demain. J'ai donc hâte de discuter des moyens d'approfondir notre partenariat lors du sommet qu'on a à Bruxelles, Union européenne et Afrique, en février. Et voilà qui esquisse un programme ambitieux pour les 6 prochains mois. Vous pouvez compter, Monsieur le Président, sur l'engagement de la Commission et merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Madame la Présidente, Monsieur le Président, nous allons prendre les questions, 4 en tout, et la première revient à Beda Romano de Il Sole 24 Ore. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Je voudrais poser une question à Monsieur le Président. Je voudrais revenir à l'instant sur le traité du Quirinal que vous avez signé avec l'Italie il y a quelques semaines en grande pompe. Je remarque que dans les propos du gouvernement français, vous continuez à mettre en exergue le rapport avec l'Allemagne. Et je me demande si ce nouveau rapport avec l'Italie est destiné à rester en retrait par rapport à la relation franco-allemande, tout d'abord, si l'objectif n'est pas seulement de continuer sur des objectifs très précis, très ponctuels, comme la réforme du pacte de stabilité ou le nucléaire. Et étant donné que je peux poser une question, j'en poserai une deuxième à propos de l'incertitude politique en Italie. Est-ce que vous êtes préoccupé par la possibilité d'un changement de gouvernement en Italie? Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre question. Je n'ai pas pour habitude de commenter les situations politiques chez nos voisins et chez les pays amis. Je peux simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance d'avoir un président de la République et un président du Conseil italien aussi courageux, européen et ami de la France. Et voilà, c'est une chance pour la France et pour nous. Pour ce qui est du traité du Quirinal, comme nous l'avions présenté il y a quelques semaines avec le président du Conseil, Draghi, il couvre un ensemble de champs extrêmement larges. Je ne vais pas ici les reprendre, mais c'est une coopération très intime que l'Italie et la France bâtissent à travers ce traité, parce que l'amitié entre nos deux pays, et il en est ainsi de toutes les relations bilatérales au sein de l'Union européenne, vient renforcer encore le projet européen. Elle ne lui soustrait rien, elle le complète, le rend encore plus sûr, crée plus d'intimité entre nos sociétés, nos cultures, nos intellectuels, nos économies. Donc ce traité, pour moi, est d'abord le premier du genre, c'est une étape importante, et il consacre et consolide la force de notre amitié et de nos liens. Cette approche, elle n'est ni de substitution, ni de comparaison, si je puis dire, avec l'amitié entre l'Allemagne et la France. C'est toujours comme ça que j'ai vu les choses. Nous avons
nous connaissons nos relations et je ne voudrais pas rentrer ici dans ce qui pourrait relever plutôt de thèses ou littéraires ou de psychanalyse qui sont bien connues sur le triangle du désir. Mais quand on se regarde à trois, il y a toujours quelque chose qui est compliqué. Moi, j'aime faire simple. Et donc, je pense que l'amitié que nous avons avec l'Allemagne, elle n'enlève rien à l'amitié que nous avons pour l'Italie, et réciproquement. Et que plus, d'ailleurs, nous pourrons fonctionner à trois pour l'Europe, plus nous ferons œuvre utile. Et donc, nous allons multiplier les initiatives avec l'Italie. Nous allons donc aussi multiplier les initiatives à chaque fois que ce sera possible à trois. Et d'ailleurs, vous évoquiez la tribune en creux que j'ai pu signer avec Mario Draghi. Nous l'avons discuté, proposé aussi avec, au chancelier Olaf Scholz. Il y a une vraie discussion, donc tout ça se fait en intelligence et en amitié. Et donc pour moi, cette relation, voilà, elle se construit à côté et en symbiose avec l'amitié que nous avons avec l'Allemagne. Mais je pense que nous avons énormément de choses à faire en franco-italien, en italo-français et ensemble en européen. Question de Jérôme Rivet, de l'AFP. Bonjour monsieur, bonjour madame. Alors vous avez fait de l'affirmation de la puissance de l'Europe l'une de vos priorités pour les prochains mois. Alors comment comptez-vous obtenir des résultats concrets justement durant ce semestre? Et pour commencer sur la crise au Kazakhstan, où le pouvoir reçoit le soutien armé des Russes et autorise la police à tirer sans avertissement sur les manifestants. Tu veux commencer à répondre? Yes, oui. Peut-être un commentaire sur la situation au Kazakhstan. Je suis la situation au Kazakhstan avec grande inquiétude. Les droits et la sécurité des citoyens sont primordiaux et doivent être garantis. Et j'appelle à la fin de la violence et à la retenue. L'Union européenne est prête à apporter son aide là où elle peut. Je partage totalement sur le Kazakhstan ce que vient de dire Madame la Présidente. Nous sommes à la fois préoccupés, extrêmement vigilants. Nous avons appelé à la désescalade et nous sommes aussi prêts et mobilisés pour, dans ce contexte profondément nouveau, être actifs. Mais je n'ai rien à retrancher à ce que vient de dire Madame la Présidente. Sur la puissance et l'agenda concret, durant ce semestre, nous allons d'abord parachever la boussole stratégique, qui est notre stratégie géopolitique et de défense commune en européen. Nous aurons une discussion au sommet informel de mars, nous la conclurons au sommet formel de mars à Bruxelles. Ce qui nous permettra d'avoir une position commune en européen ensuite à l'OTAN et d'agir ensemble de manière beaucoup plus coordonnée. Deuxième point, nous avons aussi une approche en termes d'industrie, de projets communs que nous allons continuer de faire avancer. Ce sera aussi l'objet du sommet informel de mars, c'est-à-dire construire ce que sont les soubassements de cette autonomie stratégique, la possibilité d'avoir une industrie de défense européenne plus forte et d'avoir une autonomie technologique plus forte. Et ça, c'est un point absolument clé pour la réalité de ce sujet. Troisième point, nous allons continuer d'avancer de manière très concrète sur une culture d'intervention commune. C'est la poursuite de l'initiative européenne d'intervention que nous avons lancée et qui va se poursuivre et s'enrichir dans les prochains mois avec plusieurs opérations, d'ailleurs, qui s'inspireront de cette méthode. Puis le quatrième point, nous allons ensemble proposer aussi notre vision d'une architecture de sécurité européenne. Alors, nous le faisons déjà par situation. Sur le cas de l'Ukraine, par exemple, c'est le format Normandie, et avec le chancelier Scholz, nous avons proposé de tenir une nouvelle réunion dans les prochaines semaines, nous venons de le réévoquer. Mais nous voyons bien que toute la situation géopolitique de la région impose que l'Europe puisse, l'Union européenne puisse proposer sa vision des choses, agir et se mettre autour de la table avec l'ensemble des parties prenantes pour avancer sur ce sujet. Voilà quelques-uns des axes sur la matière que vous avez évoquée. Hans-Gard Hasse, de DPA. Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'Union européenne est actuellement exclue des discussions avec la Russie sur une éventuelle nouvelle architecture de sécurité européenne. Rétrospectivement, est-ce que c'était une erreur de ne pas organiser un sommet avec M. Poutine comme l'avait
proposé Madame Merkel il y a quelques mois. Et qu'est-ce que peut faire l'Union européenne pour changer cette situation? Et aussi, une autre question pour Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes toujours prêt de parler avec Monsieur Poutine sur un moratoire sur le missile nucléaire à moyenne portée? Merci beaucoup. Tu veux commencer? Je crois qu'une chose est claire. Aucune solution passera forcément par l'Europe. Quelle que soit la solution, elle doit passer par l'Europe. Et l'Union européenne est très présente en ce qui concerne, par exemple, le soutien à l'Ukraine. J'étais là en octobre. Nous soutenons financièrement l'Ukraine énormément, avec 6 milliards d'euros. Nous sommes indispensables en ce qui concerne la sécurité énergétique de l'Ukraine. L'Union européenne a également imposé les sanctions contre la Russie pour son agression. Tout ce sont des faits en ce théâtre. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous avons le format de Normandie avec la France et l'Allemagne. Et bien sûr, les pays européens forment la majorité à l'OTAN et l'OTAN est cruciale dans ce dialogue. Mais pour moi, il est important de réfléchir également avec vous, Monsieur le Président, pendant cette présidence, sur l'idée de l'architecture de sécurité européenne. Et on va venir avec notre idée sur ça, notre architecture, la mettre sur la table, la discuter et la développer ensemble. Donc, encore une fois, il n'y aura aucune solution qu'avec l'Europe en ce qui concerne ça. Sur les sujets que vous avez évoqués, d'abord, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions entre la Russie et les États-Unis d'Amérique sur les tensions qui existent autour de la situation ukrainienne et même plus largement. Donc je m'en félicite et je pense que cette discussion est importante. Je constate au demeurant, et je m'en félicite aussi, que la coordination entre Européens et Américains est exemplaire sur ce sujet, puisque nous avons eu l'occasion avec le président Biden d'avoir plusieurs échanges avant et après ces discussions avec le président Poutine. Deuxième point, si ces échanges concernent la question ukrainienne ou plusieurs autres questions d'intérêt bilatéral, en aucun cas, évidemment, ils ne traitent de l'architecture de sécurité européenne qui est d'abord, avant tout, la question des Européens. Et donc c'est à nous de proposer l'architecture de sécurité européenne que nous voulons. Je l'ai évoqué dès le sommet de l'OTAN de 2019. Et c'est à nous de la construire en européen, de la partager avec nos alliés au sein de l'OTAN et de la partager avec notre voisinage. Parce que nous sommes une puissance géopolitique. Donc je pense que c'est évidemment comme cela que les choses se passent et continueront de se passer. Madame la Présidente a rappelé l'engagement de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine, je n'y reviendrai pas. Nous avons, avec la chancelière Merkel, à l'époque, proposé en effet de réengager un dialogue structuré avec la Russie. La France, au demeurant, l'a réengagé, comme vous le savez, au printemps 2019, avec plusieurs initiatives, et nous continuons de le faire. C'est pourquoi la France continue d'échanger avec la Russie. J'ai moi-même eu 2 conférences téléphoniques très longues avec le président Poutine ces dernières semaines et j'en aurai encore dans les prochains jours. Je pense que l'Union européenne doit dialoguer avec la Russie. Dialoguer, ça n'est pas concéder. Dialoguer, c'est pouvoir d'abord faire le point sur nos désaccords, mais essayer de construire l'avenir. Nous avons des sanctions qui existent en raison de la crise ukrainienne et de l'invasion de 2014. Elles sont maintenues. Mais nous avons besoin d'un dialogue avec la Russie qui, de par la géographie et l'histoire, est un acteur incontournable pour cette architecture de sécurité européenne que nous devons bâtir. Donc je continue à plaider en effet ce dialogue franc, exigeant, coordonné, car les États membres de l'Union européenne n'ont pas tous la même histoire à l'égard de la Russie, ni non plus la même géographie, et donc les mêmes inquiétudes. Et c'est pourquoi aussi j'ai passé beaucoup de temps pour ma part, à travers les voyages bilatéraux que j'ai faits chez l'ensemble de mes collègues, à comprendre cette histoire, ces préoccupations, et à les intégrer. L'architecture de sécurité européenne doit intégrer toutes ces histoires et ces exigences. Enfin, je demeure tout à fait prêt, dans le cadre de ce travail et cette démarche, évidemment, à intégrer l'ensemble des questions militaires et de la maîtrise des armements en Europe. Qu'il s'agisse des missiles de moyenne portée, qu'il s'agisse
des capacités nucléaires. Tout ça doit être pris en compte. Je le rappelle, hein, par une décision unilatérale américaine, nous ne sommes plus couverts par le traité dit FNI, ce qui est une préoccupation pour beaucoup d'États, en particulier au centre et à l'est de l'Europe. Donc nous ne pouvons pas rester dans cette situation. C'est notre responsabilité, nous allons le faire tous ensemble. La dernière question est posée par Mathieu Couache de BFM TV. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le Président. Vous avez déclaré dans une interview que les anti-vax étaient des irresponsables et qu'un irresponsable n'était plus un citoyen. Est-ce que vous pourriez préciser cette idée qui n'est pas claire pour tout le monde, y compris au sein du gouvernement? Et puis vous avez aussi exprimé l'envie de compliquer la vie, pour le dire poliment, de ces anti-vaccins avec des contraintes supplémentaires au quotidien. Est-ce que c'est une position que vous partagez avec la Présidente de la Commission, avec vos partenaires européens? Et est-ce que vous comptez la pousser? Non, c'est une question sérieuse. Dans les mois qui viennent, compliquer la vie de certains pour qu'ils se fassent vacciner, pour accélérer la campagne de vaccination. Je vous remercie. Sur votre première question, d'abord, je veux vous rassurer, le gouvernement qui m'a été donné de voir mercredi comprend très bien ce que le président de la République dit. Plus sérieusement, sur le premier sujet que vous avez évoqué, je l'ai redit lors des vœux. Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. Et j'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aussi, le concept de liberté qui est brandi aujourd'hui par certains de nos compatriotes pour dire « j'ai la liberté de ne pas me faire vacciner », il s'arrête là où la liberté de l'autre est à ce moment-là entravée, là où la vie de l'autre peut être mise en danger. Il faut bien voir que ce ne sont pas des déclarations que j'ai faites, c'est dans un entretien de 2 heures avec 8 de nos compatriotes que l'un de vos confrères avait sélectionné. La totalité des gens avec qui je parlais étaient indignés à l'égard de nos compatriotes qui ne veulent pas se faire vacciner. J'avais face à moi 2 soignantes qui me disaient « mais nous, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences ». De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. Je voyais des tribunes de médecins disant « nous, on ne veut plus soigner les gens qui arrivent aux urgences qui ne sont pas vaccinés ». Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger de la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et je ne peux pas laisser prospérer dans notre pays des débats qui consisteraient à dire « ne les soignons pas par ces choix ». Non. Et je l'ai dit aussi très clairement. Et donc, ce que je dis, c'est qu'être citoyen, c'est aussi accepter les devoirs qui vont avec cette citoyenneté. Et donc, quand on est citoyen, on doit accepter de remplir son devoir. Ensuite, oui, j'assume totalement, et c'est ce que nous faisons au fond depuis l'été dernier, on a une stratégie qui est simple, vacciner, vacciner, vacciner. Elle est européenne. Et je l'ai rappelé encore à plusieurs reprises, heureusement que nous avons l'Europe pour, dès le début, avoir obtenu ces doses, puis être le premier continent de production, et de production ouverte pour le monde entier, puisque nous avons plus exporté et donné de doses que nous n'en avons gardé pour nous-mêmes. Donc la vaccination, c'est notre priorité. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pass sanitaire devenant pass vaccinal. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui permet de protéger les uns et les autres quand on est dans un espace commun, et c'est aussi une stratégie qui a été adoptée partout en Europe, avec des modalités techniques différentes, mais qui est de protéger les autres et de se dire, quand on va au restaurant, quand on va au spectacle, quand on est dans une même salle, eh bien, on sait mon statut et on avance. Et je dois d'ailleurs dire que le pass vaccinal est inspiré d'initiatives qui avaient été prises avant nous par le Luxembourg, l'Allemagne ou autres. Nous avions un pass sanitaire, comme vous le savez, qui permettait d'être vacciné ou testé. Dans les lieux de convivialité, plusieurs de nos voisins avaient mis ce qu'ils appelaient le 2G ou 2G+, avant que nous en venions à ces décisions, où il fallait ou être guéri ou avoir son schéma vaccinal complet. Donc c'est un mouvement complètement européen. Et qui fait quoi? Qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc ce mouvement, vous le voyez partout en Europe. Alors certains font l'obligation vaccinale au-dessus d'un certain âge, mais la plupart des pays mettent des contraintes de la vie sociale en disant « si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas accès à ce lieu, vous n'avez pas accès à cette activité ». Et nous sommes obligés de le faire pour inciter, pousser les uns et les autres à le faire. Et je le dis avec beaucoup de volonté et de force. Nous devons faire cela. Nous devons le faire pour l'ensemble de nos compatriotes qui font l'effort de se faire vacciner
et qui, par l'irresponsabilité de certains autres, parfois les choix assumés, sont contaminés. Et nous devons le faire aussi pour nos compatriotes qui parfois se laissent prendre par des discours obscurantistes, par des discours de peur, et ne se protègent pas eux-mêmes, alors que la science, la recherche et l'excellence technologique et productive européenne le leur permet. Voilà. Donc il était, je crois, de ma responsabilité de sonner un peu l'alarme. C'est ce que j'ai fait cette semaine pour voilà, que les choses puissent avancer encore plus rapidement. Voilà. C'est une discussion très importante qu'on a maintenant, la discussion qu'est-ce que ça veut dire liberté? La liberté est toujours combinée avec la responsabilité, et pas seulement la responsabilité pour moi-même, mais également la responsabilité pour ceux qui sont les proches, mes voisins, mes amis, ma famille, les autres. Et je crois que l'un et l'autre va main dans la main, et ça c'est la discussion qu'on a maintenant. Et un gouvernement doit protéger également, c'est-à-dire le pass vaccinal est une forme de protection pour ceux qui sont vaccinés. Alors il est, comme Monsieur le Président l'a décrit, un instrument que bien sûr le gouvernement peut utiliser. Moi, je crois que cette discussion sur la responsabilité et la liberté est très importante dans notre société pendant une pandémie. Merci beaucoup. Merci. La conférence de presse s'achève ici. Merci à tous. Je vous rends au Premier ministre et au gouvernement. Oui.